Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouveau webinaire SimpliCure. J'espère que tout le monde m'entend. J'ai un casque, j'espère qu'il a été bien branché. Si jamais vous ne m'entendez pas, dites-le moi rapidement. Ravie d'être présente ce midi pour vous parler un petit peu du stress. Donc la thématique du jour, c'est le stress, la charge mentale, et on va parler un petit peu des solutions naturelles pour accompagner au mieux vos patients, vos consultants. Au niveau du programme, on va être ensemble pendant 30, 40, 45 minutes, je pense. On va d'abord parler des mécanismes physiologiques du stress, les circuits du stress. On va essayer de définir un petit peu d'abord ce qu'est le stress, quels sont les mécanismes au niveau du système nerveux, les conséquences du stress sur l'organisme, merci pour le son, les alternatives naturelles pour soulager le stress. Donc très brièvement parler un petit peu d'hygiène de vie, d'alimentation, mais l'idée de la présentation, c'est surtout en fait de faire un point sur un complément alimentaire spécifique que vous retrouvez au niveau du catalogue sur SimpliCure, c'est le Neuro. C'est un complément, je vais vous en parler plus longuement à la fin de la présentation de toute façon, mais vous retrouvez 4 actifs qui permettent d'avoir une action assez globale pour diminuer et soulager le stress chez vos patients. Concernant le fonctionnement de BigMarker, je pense que vous connaissez un petit peu maintenant ce fonctionnement. Vous pouvez envoyer des messages comme vous êtes en train de le faire dans le chat à tout moment. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser ici aussi ou alors dans la rubrique questions. Je ferai de mon mieux pour répondre aux questions à la fin de la présentation. Et si je ne peux pas, je vous répondrai dans ce cas plutôt par mail par la suite. Donc voilà, on va pouvoir commencer. L'enregistrement a été lancé, c'est bon, et le son fonctionne, donc c'est parfait. Donc pour définir déjà un petit peu le stress, je pense qu'on sait tous ce que c'est que le stress au quotidien. Qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est tout simplement l'ensemble de réactions qui vont être produites par l'organisme pour s'adapter à une situation qui est problématique, qui a été évaluée comme problématique. L'organisme va mettre plein de choses en œuvre, comme on va le voir, pour résoudre rapidement cette situation qui est problématique. On va en parler là dans l'instant. On a des mécanismes qui sont plutôt biologiques. On a des sécrétions de certaines hormones. On va avoir des conséquences, bien sûr, psychologiques dont on va parler. Et donc, la mise en place de certaines stratégies de défense. Donc, en soi, c'est vrai que je n'ai pas de slide de définition, mais c'est tout simplement ce système de défense de l'organisme pour répondre à la question très simple dont on entend souvent parler, c'est plutôt combat ou fuite, qui vient de l'anglais fight or flight. Donc, ou fly, pardon. Donc, si on essaie de se remettre un petit peu en tête, admettons, c'est souvent l'exemple qui va être pris. Si on est dans la savane et qu'un tigre va surgir, tout simplement, la réponse adaptée, ça va être de s'enfuir, de courir le plus vite possible. Et donc, en réaction à ce stimuli externe, imprévu, stressant, du coup, l'organisme va mettre beaucoup de choses en œuvre. Et ça, on va en parler dans un instant au niveau biologique et hormonal pour pouvoir fuir. Donc là, ça sera principalement une vasodilatation, booster le métabolisme et mettre en pause éventuellement d'autres réactions au niveau de l'organisme qui sont peu essentielles pour cette réaction, en tout cas spécifique. Donc voilà, il n'est pas forcément néfaste. On se dit toujours que le stress, c'est pas bon. En effet, c'est pas bon quand il y en a trop au quotidien, s'il y a une accumulation aussi, c'est sur du long terme. Mais de base, c'est vraiment une réaction qui est tout à fait naturelle et qui, au niveau évolutif, est essentielle et a été vitale. Alors, d'énormes différences interindividuelles également. Au niveau de la physiologie, donc si on passe un petit peu au niveau du cerveau, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a différents circuits du stress, mais si on parle d'abord des régions cérébrales qui vont être impliquées, on en a 3. On a dans un premier temps le système limbique et surtout l'amygdale, en fait, qui va vraiment... L'amygdale, c'est le centre, on va dire, des émotions. C'est ce qui va percevoir dans un premier temps l'émotion. Ça peut être du coup un changement environnemental, une modification émotionnelle. Donc, c'est juste la perception des émotions. Ensuite, ce stimulus, cette perception va être intégrée au niveau de l'hippocampe qui va permettre l'hippocampe plutôt de donner une valeur en fait à ce changement. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est peu important? Est-ce que vraiment c'est extrêmement important? Et à partir de là, on va commencer à évaluer, donner une note qui va pouvoir déclencher une cascade de réactions et des conséquences en fonction de la perception de ce stress. C'est aussi, donc, au niveau de cette intégration de l'hippocampe, on va aussi avoir cette notion d'évaluation au niveau de peut-être des perceptions qu'on a eues dans le passé, au niveau de
des souvenirs qu'on peut avoir du passé, des situations stressantes qu'on a pu avoir dans le passé, des réactions qui ont été adaptées. Et après, on a vraiment cette évaluation, par contre, au niveau du cortex préfrontal. Face à une situation, on a l'évaluation, on va réfléchir et on va prendre la décision qui est donc la meilleure en fonction de ses perceptions. Donc, tout ça pour dire, donc c'est vraiment différentes régions cérébrales qui vont être impliquées. Le stress, la réaction et la réponse au stress fait intervenir différents centres intégrateurs, si on peut dire, et donc fait intervenir, grosso modo, tout le cerveau. Donc ça, c'est pour les parties du cerveau. Et si on parle un peu plus des circuits, donc on entend souvent parler, bien sûr, de l'axe HPA, donc hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Donc, au niveau de ces mécanismes physiologiques du stress sur les circuits, tout démarre au niveau de l'axe HPA, qui est impliqué dans la manière dont la régulation est proposée. Et donc, c'est ça qui va engendrer ensuite les réponses neuroendocriniennes dont je vais parler dans un court instant. Si on parle de cette cascade, tout commence au niveau de l'hypothalamus qui va libérer une hormone, donc la CRH, corticotropine releasing hormone, qui elle-même stimule l'hypophyse. Donc, on va avoir une stimulation ici de l'hypophyse qui libère ensuite l'ACTH dans le sang. L'ACTH, c'est pour hormone corticotrope, qui est une hormone qui est sécrétée tout simplement par certaines cellules de l'hypophyse et qui permet à son tour de stimuler les glandes cortico-surrénales. Et donc ça, on sait ce à quoi ça va aboutir. Ça va ensuite aboutir à la libération du cortisol dans le sang sous l'action donc de l'ACTH. Et ensuite, on a une boucle un peu de rétrocontrôle. Le cortisol va inhiber par la suite la production de CRH. Donc ça, c'est les réponses adaptées, on va dire, au niveau du stress. Pour résumer un petit peu tout ça avant de faire un petit zoom sur le cortisol. Donc, on interprète dans un premier temps le stimulus comme stressant. Donc, la structure qui est responsable de cette intégration, de cette interprétation, c'est plutôt l'hippocampe, qui reçoit toutes ces informations des régions sensorielles, comme on l'a vu, notamment l'amygdale, qui transmet tout ça au niveau de l'hypothalamus. Et ensuite, tout ça, si c'est interprété comme stressant, on a cette cascade au niveau neuroendocrino. L'hypothalamus sécrète la CRH, qui sécrète la CTH, qui va permettre de stimuler et de libérer la production de cortisol. Et donc, si on zoome sur le cortisol, c'est une hormone stéroïdienne, comme je le disais, qui est sécrétée par la glande surrénale. Et en fait, elle permet d'engendrer ces différentes réactions qui vont permettre de réagir à la situation. Donc, on a beaucoup d'actions. Ses principales fonctions, elle va être catabolisante déjà. Elle va augmenter notamment la glycémie. Elle va permettre de réguler le métabolisme énergétique, met au repos certaines autres fonctions de l'organisme qui ne sont pas forcément vitales, on va dire, pour répondre à la situation. Donc, par exemple, on va avoir une inhibition au niveau immunitaire. Donc, tout simplement, on met un petit peu au repos le système immunitaire. On a une action aussi au niveau du cycle circadien. Donc, notamment, ça va augmenter la production d'énergie le matin pour se réveiller. On sait qu'on a un pic de cortisol le matin au réveil. Donc, il y a cette action aussi au niveau du cycle circadien. Et c'est notamment quelque chose qu'on voit après dans les conséquences d'un stress au long terme au niveau de ce cycle. Donc, en cas de perturbation, ce qu'on peut imaginer avec toutes ces différentes fonctions, en cas de perturbation, on va avoir beaucoup de troubles qui peuvent être associés, notamment les troubles du sommeil, mais pas que. C'est des choses qu'on connaît, mais je reviendrai dans un petit instant. Donc voilà pour la physiologie. Pour faire un petit zoom sur les neurotransmetteurs qui vont être impliqués au niveau du stress, de la réponse du stress de l'organisme. Il y en a 4. Après, là, j'en ai cité 4. Parfois, on en cite 6. Donc, dopamine, noradrénaline, adrénaline et GABA, on va dire, vont être les principaux. Mais il y a les endocannabinoïdes aussi qui peuvent être cités, les endorphines qui peuvent être citées aussi. Bon, j'ai cité les 4 principaux que vous connaissez sans doute. Pourquoi c'est important de les rappeler? Parce que par la suite, en micronutrition, au niveau des prises en charge, on va pouvoir adapter les compléments alimentaires, par exemple, pour réguler ces différents neurotransmetteurs en fonction réellement du besoin, de la plainte ou des symptômes que présente notre patient. J'ai cité les principales actions, car les symptômes en cas de carence et en cas d'excès, mais je ne vais pas spécialement rentrer dans le détail ici, au moins vous avez le petit récap ici sur ce slide. Alors,
Pour passer plus sur les conséquences, avant de parler réellement des symptômes, on peut parler du syndrome général d'adaptation qui est un modèle en fait pour parler des conséquences des différentes phases du stress sur l'organisme. C'est divisé en 3 phases principales. On va les passer un petit peu plus dans le détail. Cette phase d'alarme, une phase plutôt par la suite de stress chronique et ensuite l'épuisement, qu'on appelle plus couramment aujourd'hui le burn-out. C'est le modèle classique. Donc, alors, je ne connais plus. Il me semble que c'est Sales dans les années 70 qui a fait ce modèle pour nous aider à comprendre tout simplement la réponse de l'organisme face au stress et face à un stress qui serait continu éventuellement. Donc, cette phase d'alarme, on a une première mobilisation des défenses de l'organisme. On va avoir une augmentation du taux sanguin de glucose. C'est ce que je disais dans un premier temps tout à l'heure quand je prenais cet exemple de la savane et du lion qui surgit, une accélération du rythme cardiaque, une augmentation du tonus musculaire pour permettre de prendre la fuite. On va avoir une bronchodilatation, une mise en veille de certaines fonctions également, comme je le disais juste tout à l'heure. Donc, c'est cette première phase d'alarme, l'objectif est de fuir ou de se battre. C'est ce dont je parlais, fight or flight. Et ça, c'est plutôt en cas de stress passager. C'est cette première réponse. En termes de symptômes, de conséquences, en tout cas, qu'on va pouvoir retrouver chez nos patients, on va avoir des troubles du sommeil, des difficultés d'endormissement notamment. Donc ça, c'est très courant. Une accélération du trouble cardiaque. On peut avoir des troubles du transit également parce que certaines fonctions, comme on l'a vu, notamment par exemple sur la digestion, vont être ralenties puisqu'elles ne sont pas forcément essentielles à cette réponse, en tout cas au stimulus. Et au niveau des neurotransmetteurs, c'est pour ça que je faisais un récap des neurotransmetteurs aussi tout à l'heure, c'est parce que selon ces différentes phases, on va avoir au niveau hormonal différentes neuroendocrinaux, différentes réactions, conséquences. Et là, principalement, on va avoir une augmentation de la noradrénaline, de l'adrénaline et plutôt une diminution du GABA. Donc voilà pour cette première phase d'alarme. Ça, c'est plutôt donc, ce stress passager, c'est une question de jours, éventuellement quelques petites semaines, mais pas plus. Après, on passerait donc sur un stress plutôt chronique. Ici, il est déjà un petit peu chronique, ce stress. C'est de la phase de résistance. On a une adaptation déjà à l'agent qui est stressant. Là, c'est les glandes surrénales qui vont commencer vraiment à sécréter du cortisol. L'objectif étant de maintenir le glucose dans le sang pour pouvoir nourrir notamment les muscles, le cœur et le cerveau, donc les fonctions qu'on a vues juste avant. Donc là, réellement, la chose qui change par rapport à cette première phase, c'est une augmentation du taux de cortisol. On a toujours cette augmentation de la noradrénaline et de l'adrénaline, et on a une diminution du GABA qui commence réellement ici à être marquée, d'où le petit plus à côté du GABA. Au niveau de symptômes, du ressenti qu'on peut avoir chez le patient, on aura toujours des troubles du sommeil, mais qui vont être de plus en plus marqués. On peut avoir des insomnies qui vont être récurrentes. On peut avoir toujours des difficultés au niveau de l'endormissement, une augmentation de la latence d'endormissement, mais également des réveils nocturnes, des réveils précoces très tôt le matin. Ça peut être vraiment lié à un stress plutôt chronique ou à de l'anxiété qui peut être induit par le stress chronique. On peut avoir des problématiques au niveau cutané aussi, de l'eczéma notamment, une perte de motivation également, un début de fatigue aussi, qui peut être lié bien sûr au niveau des troubles du sommeil, et des douleurs musculaires, parce qu'on est plus tendu, on va dire, dans ce cas-là. Donc ça, c'est pour les principaux symptômes. Et ensuite, on va arriver sur une phase plutôt d'épuisement, où là, j'ai scindé en deux. On parle souvent de burn-out, mais il y a également la phase d'avant qui va être le burn-in. Mais l'organisme est tout simplement débordé. Ici, le stress chronique s'est installé. On va avoir des conséquences autant sur le plan physique que psychologique qui peuvent être vraiment néfastes si prolongées sur du long terme. Sur cette première phase de burn-in, on va avoir l'insomnie est marquée, des troubles de la mémoire, au niveau de la cognition, on peut déjà avoir des déficits, des troubles de la concentration, une fatigue vraiment qui est marquée, des douleurs toujours au niveau musculaire, des douleurs dans le dos, une arythmie. Donc vraiment ici, on arrive sur quelque chose de vraiment plus problématique. Et on a toujours ici une augmentation de la noradrénaline et de l'adrénaline
et surtout vraiment une augmentation du taux sanguin au niveau du cortisol. C'est ce qui est marqué dans cette phase de burn-in. Alors, quand on atteint ce burn-out, on a un épuisement du cortisol. Et c'est vraiment ça la problématique. Au-delà de cet épuisement du cortisol, noradrénaline et adrénaline, pareil, ici on a cet épuisement. Et on commence à avoir vraiment une diminution aussi au niveau de la sérotonine et de la dopamine. Ça va être marqué au niveau de ce qui est ressenti par le patient, d'où l'intérêt du petit tableau qui est donné le récap des fonctions des différents neurotransmetteurs du système nerveux. Mais voilà, si on a une diminution de la sérotonine, on va avoir une baisse au niveau de l'humeur, on peut avoir des états dépressifs. Sérotonine qui va être également responsable, qui va avoir qui va avoir un rôle au niveau de la modulation de l'appétit, donc on peut avoir des troubles à ce niveau-là, au niveau du sommeil également, essentiel. Et pareil, donc là il y a une petite faute de frappe, mais si on a une diminution de la dopamine, on va avoir une perte bien sûr de motivation, on va avoir une fatigue. Dopamine, c'est ce qui va être, on va avoir également cette perte au niveau de la concentration, de la motivation, donc vraiment les fonctions cognitives on va avoir cet impact aussi. J'ai pas parlé des symptômes, ce qui va être ressenti par le patient, mais c'est grosso modo, on va retrouver ce qu'on a en phase de burn-in, mais exacerbé. Insomnie, on peut même avoir de l'hypersomnie ici, vraiment un épuisement complet tout simplement, des pathos qui peuvent être associés, on peut avoir des maladies auto-immunes, des troubles métaboliques, on peut avoir des conséquences, mais on peut avoir de l'obésité par exemple, AVC, vraiment si on arrive à ce stade vraiment plus poussé. Mais ça, c'est vraiment la dernière phase. Comme on l'a vu en introduction, le stress, c'est une réponse qui est normale, adaptée de l'organisme, mais c'est vraiment sa répétition et son intensité dans le temps qui est problématique. Si on a un stress aigu, le cortisol et l'adrénaline, ils vont être libérés pour répondre à la situation. Après, on va avoir ce rétrocontrôle qui va diminuer tout simplement le débit, on peut dire en quelque sorte. Mais par contre, aujourd'hui, on a ces symptômes de burn-out qui sont vraiment beaucoup plus poussés. C'est vraiment en phase de devenir d'ailleurs un peu le mal du siècle. En fait, tout simplement, si les circuits du stress sont en état d'alerte constante, la boucle de rétroactivation négative au niveau du cortisol, elle disparaît. Le cortisol, il n'inhibe plus la CRH et le cerveau, tout simplement, va recevoir en permanence des messages, il va envoyer en permanence des messages aux glandes surrénales et donc les épuiser. Et c'est là que le stress va avoir toutes ces conséquences néfastes, qu'il devient chronique. Et ensuite, il peut entraîner des états anxieux. L'anxiété, ça va être plus simplement la réponse de l'organisme. C'est plutôt l'appréhension, en fait, du stress, en quelque sorte. L'anxiété, c'est la réponse de l'organisme en amont d'une situation stressante. C'est là où le corps anticipe. Et ça, c'est quelque chose qui est très marqué quand on atteint ce stade de burn-in et de burn-out. C'est une anxiété. Et notamment, on va le voir au niveau des solutions pour accompagner le patient de manière assez globale. On va essayer de diminuer aussi l'anxiété. Après, c'est un cercle. De toute façon, on s'en doute bien avec les anxiété, troubles du sommeil, fatigue qui va après diminuer en plus la résistance de l'organisme. On a vu que le cortisol avait un rôle au niveau du cycle circadien également. Donc, on va avoir des anomalies circadiennes. Donc, voilà, c'est soit des réveils pendant la nuit, des réveils très tôt le matin. Voilà, donc tout ça, je pense que vous le savez, c'est vraiment un cercle plutôt vicieux au niveau des conséquences que ça peut avoir sur l'organisme. Donc, nouveau petit topo sur les conséquences. Ici, c'est pour reprendre les différents points qu'on a vus de toute façon. On va avoir donc une diminution du bien-être, bien sûr, et une augmentation de l'incidence des troubles psychologiques. Donc, l'anxiété dont je parlais, la dépression. Donc, ça va être lié à la chute, notamment la diminution de la sérotonine. Donc, pareil, au niveau des prises en charge, on verra que ça peut être intéressant de venir apporter des actifs qui vont permettre de rebooster cette sérotonine pour améliorer l'humeur, la qualité du sommeil. Un impact sur la réponse immunitaire. Un stress aigu va stimuler la réponse immunitaire. Un stress chronique va l'épuiser. On peut avoir un déficit immunitaire. On augmente le risque d'apparition d'un syndrome métabolique. Donc ça, on l'a vu aussi, une obésité abdominale, une résistance à l'insuline, perturbation de différents métabolismes au niveau des macronutriments, notamment des lipides. Et pareil, au niveau de l'appétit, de la régulation de la prise alimentaire, on peut avoir des modifications. Une augmentation des facteurs liés au risque cardiovasculaire, bien évidemment, pression artérielle,
qui peut être exacerbé à cause aussi du tabac ou de l'alcool, qui vont qui peuvent être utilisés comme des solutions, on va dire, pour diminuer ce stress, pour apaiser, bien sûr, pas la solution adaptée, mais ça va venir exacerber ces risques. Et une diminution aussi au niveau de la longueur des télomères, donc ça c'est avéré au niveau des études, et donc on va avoir automatiquement un vieillissement cellulaire. Ça peut augmenter un risque de cancer, mais aussi beaucoup d'autres pathologies, puisque si on a un vieillissement cellulaire, on va on va être plus exposé à différentes pathos. En tout cas, nos patients le seront. Donc voilà pour les quelques conséquences principales du stress. Pour passer un petit peu sur les alternatives naturelles, je ne vais pas rentrer nécessairement beaucoup dans le détail sur les solutions au niveau de l'hygiène de vie ou de l'alimentation. Je vais en parler un petit peu. Comme pour prendre en charge le stress de manière plus efficace, on va essayer de mettre en place différentes choses, d'associer des prises en charge non nutritionnelles, des prises en charge nutritionnelles et éventuellement associer ça à la micronutrition pour avoir un accompagnement complet. Il y a plein de choses, il y a vraiment plein de choses indépendamment même de l'alimentation qui peuvent être mises en place. J'en ai cité quelques-unes ici. Par exemple, on va avoir, souvent on entend parler de la cohérence cardiaque qui peut être utilisée notamment dans le milieu de l'entreprise pour diminuer le stress, pour aider à mieux gérer son stress. On a pas mal de techniques de respiration profonde qui sont vouées en fait à soulager les tensions et à évacuer le stress. Il suffit de s'allonger, de conseiller aux patients ou aux clients de s'allonger, de se détendre et de suivre vraiment sa respiration de manière vraiment en pleine conscience, d'inspirer par le nez, d'expirer par la bouche et de faire environ une trentaine de respirations profondes pour vraiment venir diminuer les tensions et évacuer ce stress. L'exercice physique, bien évidemment, va être important. Ça va permettre d'augmenter déjà dans un premier temps l'oxygénation des tissus et notamment du cerveau. Et donc, ça va permettre de soulager ici le stress. Et au-delà de ça, une pratique régulière de sport, on le sait, pratiquer du sport, ça va soulager, ça diminue le stress émotionnel, les tensions qui peuvent être accumulées au cours de la journée. Si la pratique sportive n'est pas trop intensive et pas effectuée trop tard dans la journée, on va améliorer aussi la qualité du sommeil. Donc vraiment, la dépense au niveau qui est liée au sport va être vraiment efficace pour diminuer le stress, améliorer la qualité du sommeil. Ça m'amène au quatrième point qui est cité ici, donc le sommeil. Ça peut paraître contre-intuitif parce que si on est stressé, on peut avoir des difficultés au niveau de l'endormissement ou, comme j'ai dit, un réveil précoce. Mais c'est important d'essayer de respecter au mieux les heures de sommeil ici pour avoir une meilleure résistance. Essayer de comprendre ces cycles, mettre en place des mesures d'hygiène de vie au niveau de l'environnement de la chambre, de la literie, beaucoup de choses à mettre en place pour améliorer la qualité du sommeil. Ça va être très important. On a des techniques de méditation, même du massage. Donc voilà, beaucoup de choses qui peuvent être mises en place ici pour accompagner les clients, les patients. Au niveau de l'alimentation, de toute façon, là, c'est quelques petits conseils. Consommer au moins 3 fois par semaine des poissons gras, des crustacés ou des fruits de mer. Ici, c'est pour la richesse en oméga 3 qui vont être essentiels pour le fonctionnement du système nerveux, notamment le DHA qu'on va retrouver dans les oméga 3 qui font partie de cette famille. Consommer des huiles riches en oméga 3. On va éviter le café qui va augmenter l'effet des catécholamines et l'extraction urinaire de magnésium et qui réduit également l'absorption de la vitamine B1 et B6 qui sont essentielles pour le bon fonctionnement du système nerveux, pour un équilibre psychologique. Éviter les excès d'alcool et la cigarette, comme on l'a vu tout à l'heure, qui peuvent être des solutions parfois qui peuvent être prises comme ça pour soulager rapidement, mais qui bien sûr vont être néfastes pour l'organisme. Éviter les glucides rapides. Certaines études m'ont dit qu'il faut mieux éviter certains produits laitiers car le phosphore modifie l'assimilation du magnésium. Je vais parler du magnésium dans un instant de toute façon, mais je pense que vous connaissez tous le rôle essentiel du magnésium au niveau du système nerveux et pour soulager du stress, des tensions nerveuses et améliorer la qualité du sommeil. Et donc voilà, je viens de le dire, mais éviter le tabac qui va contribuer aussi au déséquilibre des neurotransmetteurs.
Bon, si on doit citer quelques petites choses qu'on peut mettre en place, on va pouvoir augmenter la consommation de certaines eaux qui vont être riches en magnésium, les céréales complètes, certains oléagineux, les bananes, les lentilles. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place au niveau de l'assiette très facilement pour pour accompagner de manière vraiment globale les patients. En règle générale, je ne l'ai pas cité ici, mais de toute façon, on va privilégier une alimentation qui va être anti-inflammatoire. On cite souvent le régime méditerranéen comme étant un peu l'idéal au niveau de la diète pour cette diète anti-inflammatoire et qui peut être intéressante parce qu'on va avoir cette richesse notamment en oméga 3 et en molécules anti-inflammatoires avec une richesse en fruits et en légumes notamment. Donc voilà pour les quelques stratégies nutritionnelles, la mise en place au niveau de l'assiette, toujours privilégier une assiette colorée, de toute façon on ne le répète jamais assez. Également, c'est vrai que je ne l'ai pas cité, je l'ai cité un petit peu dans les petites choses à mettre en place avec les céréales complètes, booster la consommation de fibres qui vont être essentielles au niveau du microbiote intestinal pour cette action prébiotique. On le sait aujourd'hui, les études le démontrent, on a ce lien intestin-cerveau. 95% de la sérotonine va être synthétisée au niveau du microbiote intestinal, bien que tout n'est pas utilisé au niveau du cerveau, ça reste essentiel de penser à cet équilibre du microbiote intestinal, richesse en fibres. Donc voilà, ça c'était pour l'introduction, pour le stress, pour remettre les bases. Je pense que c'était plutôt des choses que vous aviez déjà en tête. On a beaucoup déjà aussi de webinaires sur la plateforme Simplicure qui ont été faits dans le passé sur le stress, sur les solutions, sur des protocoles auxquels vous avez donc directement accès. Moi, je veux plus m'attarder donc sur cette formule, comme je vous le disais en introduction, la formule Neuro. Alors, brièvement, cette formulation Neuro contient 4 actifs. L'essentiel, ça va être notre magnésium, c'est l'indispensable et je vais en parler dans quelques secondes. On y retrouve ensuite des adaptogènes, de la rhodiola, du safran et on retrouve un extrait de melon qui est là pour sa teneur en SOD, donc superoxyde dismutase. On va le voir dans le détail. L'intérêt de cette formulation, c'est d'agir en 3 temps. C'est 3 actions qui permettent d'agir en 3 temps de manière très rapide, de manière, on va dire, moyen-long terme et long terme avec un équilibre du microbiote intestinal pour avoir ces effets qui perdurent dans le temps grâce à cette synergie. Alors, là, je crois que je vous fais un rappel des dosages, mais de toute façon, je vais repasser sur le dosage à chaque fois. La posologie, ça va être 2 gélules par jour pour atteindre 100 mg de magnésium élément, j'entends bien ici, 200 mg de rhodiola, 30 mg de safran et 20 mg de SED. Vous noterez, et je reviendrai dans les détails là-dessus, que ce sont des actifs, en tout cas sur la phyto ici qu'on voit, ces actifs qui sont brevetés. Donc, on est vraiment sur une formulation ici de qualité au niveau du choix des actifs. C'est des actifs brevetés qui disposent également d'un certain nombre d'études cliniques dont je vais vous parler un peu plus dans le détail. Alors, la base de la base, comme je le disais, mais on ne le répète jamais assez, ça reste le magnésium. Le magnésium a différents modes d'action. Principalement, ce qui va nous intéresser, nous, ici, c'est son rôle sur la relaxation synaptique et la régulation de la production d'énergie. Relaxation synaptique parce que c'est un antagoniste tout simplement du calcium, idem au niveau musculaire. Il s'oppose à la libération des catécholamines, donc ça va avoir cette action anti-stress. Et c'est un inhibiteur des circuits excitateurs, notamment au niveau du glutamate et de la glycine au niveau du système nerveux. Et bien sûr, on connaît son rôle au niveau de la production d'énergie, au niveau du cycle de Krebs, notamment la production d'ATP, donc l'énergie de toutes nos cellules. Au niveau des carences, on sait aujourd'hui que nos quotidiens, nos rythmes effrénés, nos vies modernes, tout simplement, engendrent beaucoup de carences en magnésium pour différentes raisons. Bon, on note qu'il y a plus de 70% de la population qui serait carencée en magnésium. Différentes études vont vous citer différents pourcentages, mais dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est que la plupart de la population est carencée. Tout simplement, en fait, en période de stress chronique, notre corps va épuiser ses réserves en magnésium pour faire face aux demandes accrues. Et après, c'est un cercle vicieux, tout simplement. On n'a plus de magnésium, on a besoin de plus de magnésium. Au-delà de ça, nos apports alimentaires sont vraiment faibles en général aujourd'hui avec une alimentation, des aliments transformés, raffinés. On va avoir
peu de magnésium, on en a, mais peu au niveau de l'assiette. Privilégier bien sûr les légumes verts, les légumes verts à feuilles, les noix, les graines, les céréales complètes, les légumineuses pour booster la consommation au niveau de l'assiette. J'ai cité tout à l'heure aussi certaines eaux minérales riches en magnésium qui sont de toute façon un peu une première solution facile à mettre en place pour vos patients. Au-delà de ça, on va avoir certaines populations qui sont plus à risque de manquer de magnésium. Je pense notamment aux femmes enceintes ou aux femmes en postpartum, tout simplement parce qu'on va avoir les besoins de la mère et les besoins du fœtus. Donc voilà, on a le magnésium qui est impliqué dans énormément de processus essentiels pendant la grossesse. Et donc, on va avoir un besoin accru. On a un besoin accru chez les sportifs, bon, surtout chez les sportifs de haut niveau, mais pas que, en fait. Tous les sportifs, tout simplement, vont avoir des besoins en magnésium qui sont plus élevés. La pratique d'une activité physique régulière va augmenter les pertes, les fuites en magnésium. Le magnésium est également utilisé pour soutenir la contraction musculaire, la production d'énergie, donc on vient juste de le voir, et du coup, forcément, on a des besoins qui sont plus importants. En cas de carence, on va avoir de la fatigue, on va avoir de l'anxiété, pas nécessairement, vraiment c'est de la fatigue, du stress, tout simplement, des troubles de la mémoire, de la concentration. On a souvent cette petite surexcitation de la paupière, on peut avoir des troubles au niveau du tonus musculaire également, donc beaucoup de symptômes qui peuvent permettre de noter qu'on a une carence en magnésium, mais de toute façon, sachez qu'une bonne partie de la population est carencée et que dans les essentiels, on va dire, d'une supplémentation, le magnésium fait vraiment partie des premiers éléments en général à recommander. Mais quoi recommander? Quelle forme? Ici, dans le neuro, on aura utilisé du bisglycinate de magnésium pour différentes raisons. C'est toujours difficile de s'y retrouver avec les différents sels de magnésium. Tous n'ont pas la même efficacité, tous ne sont pas la même qualité. Et le bisglycinate de magnésium se distingue vraiment de manière significative par rapport aux autres sels, par sa biodisponibilité et son absorption principalement. Il peut être mieux absorbé, donc plus biodisponible et donc mieux utilisé par le corps. Au niveau ça c'est dû à sa structure moléculaire, tout simplement. On va avoir 2 molécules de glycine qui sont liées, qui vont permettre de faciliter son absorption. C'est également intéressant au niveau du système nerveux, tout particulièrement d'utiliser du bisglycinate de magnésium. Il a une excellente tolérance aussi au niveau, tout simplement au niveau gastro-intestinal, au niveau du tract gastro-intestinal. On sait que certains sels de magnésium peuvent avoir des effets laxatifs. Ici, vous n'aurez pas cette problématique. Donc voilà, cette tolérance digestive également qui est intéressante. Donc, c'était pour revenir rapidement sur le magnésium. Et pour rappel, donc pour 2 gélules par jour, vous avez 100 mg de bisglycinate de magnésium élémentaire mis en œuvre dans ce complément. Alors, si on passe au deuxième actif, la rhodiola, que vous connaissez sans doute, c'est un adaptogène. Adaptogène, tout simplement, c'est une plante qui va permettre à l'organisme de s'adapter à l'environnement, donc à un événement qui peut être potentiellement stressant. Elle va avoir un impact au niveau physique, au niveau psychologique, donc elle a un impact sur l'énergie, sur la résistance au stress, que ce soit sur le plan physique que psycho, un effet neuroprotecteur et des bienfaits sur aussi l'anxiété et la dépression. Je pense que vous connaissez un petit peu la plante, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Ce qui est intéressant dans la rhodiola, c'est sa richesse en molécules actives. Donc, on a les rosavines qui vont être les principales, mais on a aussi la rosarine, on a beaucoup de flavonoïdes, des acides phénoliques aussi, qui ont fait de nombreuses études, qui ont fait l'objet de nombreuses études plutôt. Donc, beaucoup de bienfaits sur la rhodiola. Pour parler plus spécifiquement de l'actif qui a été choisi, donc on a différentes rhodiola qui sont disponibles sur le marché, bien évidemment. Nous, dans ce complément, c'est le Rhodiolife qui a été sélectionné. C'est un extrait qui est breveté, qui a été obtenu grâce à une biotechnologie d'extraction unique qui permet de garantir le profil de la plante et surtout son titrage en rosavine. Donc, vous avez un titrage en rosavine que j'ai dû noter après dans la suite. Il me semble que c'est 5%. Je vais vérifier juste après.
Ici, c'est donc un effet pléiotrope sur diverses sphères. Donc, comme je le disais, au niveau du stress, que ce soit au niveau du métabolisme, c'est une plante qui va avoir une action aussi au niveau du microbiote intestinal et de l'axe HPA. Et surtout, au niveau des neurotransmetteurs, ce qu'on constate, c'est que la rhodiola permet d'inhiber la monoamine oxydase, donc c'est celle qui dégrade la sérotonine, et inhibe aussi la catécholamine, qu'on appelle plus facilement COMT, qui, elle, dégrade la dopamine. Donc, on dégrade moins, grâce à la rhodiola, la sérotonine et la dopamine. Et au niveau de son efficacité clinique, ici, j'ai cité quelques études qui peuvent être intéressantes. J'ai mis en petit les références, mais je vous ferai une bibliographie que je pourrais mettre à la fin de la présentation avant de la charger. Donc, différentes études. Ici, c'est une étude qui a été menée sur l'efficacité de la rhodiola sur les symptômes aussi bien physiques que psychologiques du stress. Donc, c'était à raison de 200 mg 2 fois par jour. Pour rappel, dans le neuro, on a 200 mg de rhodiola sur une prise journalière, mais il faut savoir qu'on a la synergie avec les différents actifs aussi. Ici, si je ne dis pas de bêtises, il y avait une centaine de participants. C'est une évaluation subjective des symptômes ressentis sur le stress physique et psycho. C'est différents questionnaires qui avaient été partagés aux participants. Et en fait, ils ont évalué l'efficacité de la rhodiola sur 4 semaines. Ce qui a été noté, donc on voit au niveau des graphes, je ne sais pas si vous les voyez bien, vous avez directement une diminution des symptômes physiques, mais également une diminution de différents symptômes psychologiques du stress. Donc, au niveau des symptômes psycho, ils ont notamment étudié l'anxiété, que j'ai cité tout à l'heure, l'irritabilité, mais aussi l'apathie, la fatigue sur le plan physique. Donc, c'est vraiment des résultats probants. Et surtout, en fait, ce qui était intéressant dans cette étude, c'est de voir que dès 3 jours de traitement, vous aviez une amélioration cliniquement significative de ces symptômes et qui était continue, en fait, jusqu'aux 4 semaines de fin de cette étude. Bien sûr, la rhodiola est bien tolérée par les participants, sans effet négatif. Et donc, voilà. Sur cette première étude, au niveau du sourcing de Rhodiolife spécifiquement, donc c'est, comme je le disais, la rhodiola, c'est une plante adaptogène qui, en général, pousse dans des conditions qui sont plutôt arides, ce qui permet en fait à la plante de se protéger de ces conditions environnementales. C'est justement ces richesses en molécules actives qui vont après avoir ce même effet au niveau de l'organisme. Et donc, celle-ci est récoltée à l'état sauvage dans les montagnes de la région de l'Altaï en Sibérie. Spécificité, c'est qu'elle est cultivée en rotation sur 5 zones différentes, ce qui permet de garantir une récolte vraiment idéale au moment où la rhodiola va être la plus riche en actifs. On utilise bien sûr que la racine de la plante, c'est la partie qui va être la plus riche en principes actifs. Au niveau de la technologie d'extraction dont je parlais, c'est une technologie d'extraction qui est des plus clean. Souvent, pour extraire les molécules actives d'une plante, on va utiliser certains solvants qui peuvent se retrouver, bon, certes, même si c'est juste à l'état de traces, on peut retrouver ces traces de solvants au niveau du produit final. Ici, il n'y a pas de solvant qui est utilisé et on arrive quand même à préserver le même profil phytochimique que la racine naturelle de la plante. Je me doutais bien que je vous avais cité les concentrations en molécules d'intérêt. Donc, sur cet extrait de Rhodiolife, vous avez une concentration de 5% en rosavine et de 1,8% en salidrosite. Donc ici, voilà, c'est un extrait qui est titré pour cette rhodiola. Deuxième actif d'intérêt dans la formulation du neuro. Donc, comme petit récap, la rhodiola va agir sur le stress, sur l'anxiété, mais aussi sur la fatigue. Donc, on a vu que ça faisait partie des symptômes majeurs qu'on pouvait avoir en cas vraiment de stress chronique et de surcharge. Le safran, son intérêt, ça va plutôt être de jouer sur l'humeur. On l'a vu, on va avoir une chute de la sérotonine, notamment si on est sur un stress chronique. Le safran, c'est un antidépresseur naturel, on peut dire ça comme ça. On sait aujourd'hui qu'il y a des effets bénéfiques sur l'humeur. C'est associé à une régulation sérotoninergique. On augmente la sérotonine. Enfin, c'est pas réellement qu'on augmente la sérotonine, on va le voir dans un instant. C'est surtout qu'on va empêcher la recapture de la sérotonine. Mais dans tous les cas, on augmente la sérotonine disponible pour le cerveau. Je pense que vous connaissez le safran et son intérêt.
l'extrait qui a été sélectionné dans le produit Neuro, c'est le Safrinside. C'est un ingrédient qui, à nouveau, est breveté. C'est le seul extrait de safran micro-encapsulé qui est breveté ici, qui est obtenu par un procédé d'extraction qui permet de conserver vraiment, on a une richesse ici de plus, comme vous le voyez, de plus de 25 composés actifs. Donc, il est breveté sur ces 25 composés actifs. Donc, ça, c'est très rare. On va avoir une concentration en safranal, bien sûr, mais ici, on a plus de 25 composés actifs qui sont tous d'intérêt. Donc, on garde l'ensemble, la composition complète native du safran ici. Le fait d'avoir cette micro-encapsulation permet bien sûr de protéger ces molécules volatiles qui peuvent être fragiles au niveau gastrique, au niveau de l'acidité de l'estomac. Donc, c'est l'intérêt de cette encapsulation. Et les études indiquent qu'on a 10 fois plus de safranal, qui est vraiment la molécule d'intérêt, dans le Safrinside comparé à d'autres extraits de safran qui sont non encapsulés. C'est un safran qui est iranien, mais je reviendrai sur le sourcing de toute façon dans un instant. Parlons un petit peu des études. Donc, pour vous parler des mécanismes d'action du safran, j'ai cité plusieurs études parce que vraiment, pour le safran, pour le coup, on a beaucoup d'études sur le safran et son intérêt sur l'équilibre émotionnel. Première étude ici qui nous date de 2005. Alors, ici, le safran a été comparé au niveau de l'efficacité à la fluoxétine et à l'imipramine, qui sont deux antidépresseurs couramment, certains diront beaucoup trop couramment prescrits en cas de troubles dépressifs, d'état dépressif. C'est les principaux médicaments qui sont utilisés pour traiter les syndromes anxieux et dépressifs. Et en fait, ils ont remarqué qu'après 6 semaines de prise, on a les mêmes effets, on a les mêmes bénéfices qui vont être obtenus avec un extrait de safran iranien sans aucun effet secondaire. Ici, c'est un extrait de safran iranien, donc comme le Safrinside. Après, ce n'est pas le Safrinside qui est à l'étude. Par contre, ici, c'est une étude clinique propriétaire, c'est-à-dire que c'est l'étude qui a été faite avec l'extrait Safrinside qui est employé dans cette formulation du Neuro. Alors, c'est une étude randomisée en double aveugle, contrôlée bien sûr par placebo sur 56 sujets sains. Donc, sains, mais signes non pathologiques de dépression, on a quand même des symptômes dépressifs ici. Une supplémentation de 8 semaines à raison de 15 mg 2 fois par jour. La population était sur une tranche de 18 à 60 ans, donc assez générale. À savoir, donc, par rapport au dosage, pour rappel, dans le Neuro, vous retrouvez 30 mg de safran mis en œuvre dans la gélule. Donc, ici, c'est le dosage qui est employé dans l'étude clinique propriétaire, 30 mg par jour. Ils ont mesuré différentes choses. Ils ont fait des tests, donc des mesures physiques, des tests psychologiques. Et ils ont vu, je vais repasser dans les résultats sur le slide d'après, mais différents tests à la fois subjectifs et des mesures aussi par des médecins. Ce qu'ils ont vu, donc ils ont étudié 2 choses en fait. Ils ont étudié la supplémentation chronique de safran et une prise aiguë. Est-ce que le fait de prendre du safran en prise, est-ce qu'il y a une efficacité rapide en fait tout simplement? Et là, ils ont vu qu'il y avait une efficacité dès 30 minutes. On avait une réduction notamment de l'impact physique du safran sur le cœur. C'est ça qu'ils ont remarqué. Mais pour revenir d'abord sur la supplémentation, donc sur la supplémentation de 8 semaines, on a une amélioration des troubles de l'humeur, une amélioration au niveau des relations sociales. Surtout, ce qu'ils ont remarqué, c'est que le Safrinside, l'extrait micro-encapsulé, est bien évidemment biodisponible. On remarque en fait, ils ont fait des tests, donc pas que, comme je le disais, des questionnaires subjectifs, etc., des tests psycho. Au niveau bio, ils ont également remarqué qu'il y avait une augmentation des niveaux de chronicine urinaire, ce qui démontre qu'il a été bien sûr assimilé et qu'il est donc biodisponible. Et ils ont remarqué aussi que on avait cette corrélation entre l'augmentation des niveaux de chronicine urinaire et la modification des scores de dépression. Donc, c'est bien lié aux molécules du safran qu'on a cette modification des scores de dépression. Donc, une étude très pertinente ici. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque qu'il y a une efficacité rapide du safran et long terme sur des paramètres psychologiques, mais biologiques également. Et donc, pour les mécanismes d'action, donc ici, plusieurs mécanismes d'action dans l'étude. Certes, la plupart sont des mécanismes d'action de toute façon qui sont déjà reconnus pour le safran. Le premier dont je parlais, ça va être booster de sérotonine. Et plutôt, en fait, on empêche la recapture.
En fait, le safran est lié on a un équilibre des neurotransmetteurs impliqués dans l'état émotionnel, c'est-à-dire tout simplement qu'on va avoir une action au niveau de la recapture de la sérotonine. Le safran va augmenter la présence de la sérotonine au niveau de la fente synaptique, donc cette fente entre les deux neurones. On empêche la recapture, donc il y en a plus de disponibles tout simplement au niveau du neurone, ce qui va avoir un impact sur l'équilibre émotionnel. On a une diminution de 70% de la sérotonine, 70% de la recapture de la sérotonine. Deuxième action, le safran va protéger les neurones contre la toxicité qui peut être induite par le stress. Donc ça, j'en reparlerai tout à l'heure quand on parlera de la superoxyde dismutase, cette enzyme antioxydante. Mais tout simplement, le stress augmente le stress oxydatif au niveau du cerveau. Le cerveau est particulièrement susceptible, fragile à ce stress oxydatif. Et donc, on va avoir une inhibition significative des ROS, donc des espèces réactives à l'oxygène ici grâce au safran. Troisième chose qu'on remarque, une régulation de l'axe intestin-cerveau. Donc, on a une diminution de l'anxiété qui serait liée, en fait, tout simplement à un meilleur équilibre du microbiote intestinal et notamment une augmentation de l'Akkermansia. Vous avez sans doute déjà entendu parler de l'Akkermansia muciniphila, qui a fait ses preuves, a démontré son intérêt au niveau, bien sûr, du métabolisme, mais également au niveau du stress, de la réponse du stress de l'organisme. Donc là, vous avez cet effet prébiotique du safran. On a également une modulation de la sécrétion du cortisol. Donc, en fait, le safranal module la réponse biologique au stress avec une diminution du cortisol salivaire, ici qui a été remarqué dans l'étude. Donc, voilà pour les différents mécanismes d'action. Donc, il y a beaucoup de choses. Voilà tous les intérêts d'utiliser le safran. C'est pour ça qu'il est vraiment beaucoup utilisé pour améliorer l'humeur et diminuer le stress. Il y a des allégations qui sont encore en attente au niveau de l'EFSA, mais notamment au niveau de l'équilibre émotionnel, du sommeil, aussi du cycle menstruel. Aux États-Unis, la plupart des allégations ont déjà été acceptées, encore en attente au niveau de l'EFSA, mais j'imagine qu'elles seront bientôt disponibles et affichées sur les produits qui contiennent du safran. Au niveau du sourcing, Safrinside, c'est un safran, comme je le disais, qui nous vient de la région iranienne du Khorasan. Sa qualité vient du fait que le safran est cultivé loin de toute source de pollution. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très clean au niveau de la culture. Ils utilisent même des systèmes d'irrigation spécifiques qui s'appellent les canates. En fait, c'est des puits et des tunnels souterrains qui permettent de collecter l'eau de la pluie et directement de la pluie de montagne qui est directement l'amener jusqu'aux cultures. Donc, vraiment, c'est un système très spécifique qui est utilisé ici. Au niveau de la partie qui est utilisée donc tout à l'heure pour la rhodiola, c'était les racines. Ici, on utilise l'extrémité, donc le stigmate qui va être conservé parce que c'est la partie du safran qui a la plus grande richesse tout simplement en composés actifs. Safrinside est ensuite extrait à Bordeaux en France par Active Inside Laboratoire. C'est une technique bien sûr de micro-encapsulation et d'extraction qui est brevetée et qui permet d'avoir cette richesse, comme je le disais, breveté sur plus de 25 composés actifs. Donc, vraiment, excellente qualité. Le Safrinside a gagné plusieurs prix sur les actifs. Et donc, le dernier, donc la superoxyde dismutase, qui est un petit peu moins connue que, bien sûr, le safran, la rhodiola et évidemment le magnésium, mais qui a tout son intérêt pour une prise en charge globale. Parce qu'en fait, cette molécule active a une puissante action antioxydante, la SED, qui nous vient du melon. Elle est reconnue pour ses effets bénéfiques sur l'humeur, sur le sommeil, sur son action antioxydante et anti-inflammatoire. Donc, ça permet d'avoir un traitement de fond. Donc, son action passerait via… Les mécanismes d'action ne sont pas encore complètement clairs, mais il passerait via un axe, agirait via l'axe intestin-cerveau, donc une action au niveau du microbiote intestinal. Ici, à nouveau, la SED étant une enzyme qui est très fragile, c'est un extrait qui est micro-encapsulé, qui permet d'avoir une bioactivité intéressante sur l'extrait. Donc, ça, je l'ai déjà dit, action antioxydante. Et donc, l'efficacité qui est cliniquement prouvée, pour parler d'une étude. Donc, ici, ils ont fait une étude, donc 2 études cliniques
c'est des études cliniques propriétaires sur cet extrait de superoxyde dismutase qui s'appelle Extramel. Je sais plus. Ah oui, voilà, l'efficacité d'Extramel sur le bien-être et le stress est évaluée sur ces 2 études cliniques à raison de 10 mg par jour pendant 1 mois. Et pour rappel, vous avez 20 mg de mise en œuvre pour une prise quotidienne de 2 gélules de neuro, donc supérieure. 130 sujets ici, 130 sujets sains. Donc, ils ont étudié plusieurs choses. Ils ont remarqué dans un premier temps que cet extrait d'Extramel limite significativement les effets du stress, donc les troubles du sommeil, des douleurs musculaires, l'irritabilité, la lassitude. Et on a une diminution globale de ces symptômes liés au stress de 63% dès 28 jours de prise. Donc là, c'est comme pour le safran. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une action qui est quand même relativement rapide dès 1 mois de prise. Autre résultat qui est significatif, qui est, je ne trouve plus mon mot, mais qui est vraiment d'intérêt ici, c'est que l'Extramel va réduire significativement les sensations de stress perçues avec une diminution de 22% observée dès 28 jours à nouveau. Une augmentation significative de la perception de la qualité de vie, une diminution de 23% après 28 jours de prise, une réduction significative de la fatigue qui, bien évidemment, va être liée aussi à l'amélioration, comme on l'a vu, de la qualité du sommeil. Mais là, pareil, donc tout ça sont des résultats significatifs. Et pour parler des mécanismes d'action, donc tout à l'heure, je parlais très rapidement du stress oxydatif, de son impact au niveau du cerveau. Vraiment, pourquoi est-ce qu'il y a ce lien entre stress oxydatif et donc l'intérêt de la SED et de différents actifs qui vont être antioxydants? Lorsque le cerveau va percevoir une situation qui peut s'avérer stressante, il va envoyer tout simplement, comme on l'a vu, des messages d'alarme hormonaux et nerveux pour préparer le corps à cette action, se battre ou fuir. Et parmi ces nombreux signaux, en fait, la sécrétion des molécules de la famille des corticoïdes vont être responsables d'une perturbation du statut oxydatif. Et tous ces dommages oxydatifs vont avoir un impact, bien sûr, significatif sur la santé, tout particulièrement du cerveau. Le cerveau, je ne sais plus si je l'ai mis ici. Non, je ne l'ai pas mis ici. Mais le cerveau étant composé principalement de lipides et il va être particulièrement sensible au stress oxydatif. Donc, on va avoir ce besoin exacerbé en éléments, en actifs antioxydants. La SED, c'est une enzyme qui est naturellement présente dans l'organisme en toute infime concentration, donc d'où l'intérêt d'une supplémentation. C'est la seule enzyme qui est capable de catalyser la conversion de l'anion superoxyde. Donc voilà, c'est ça qui marque son pouvoir antioxydant. C'est vraiment une molécule d'intérêt pour diminuer le stress oxydatif. Le sourcing donc, de cet actif Extramel, comme pour les autres actifs, on va parler un peu de la qualité de cet actif. Alors, récolté par un éco-procédé sans utilisation de solvant, toujours ici, on est sur une extraction des plus clean, extraction à l'eau, donc pas de solvant, pas d'ajout d'additifs. C'est un concentré tout simplement de toutes les molécules bioactives du melon, le melon étant naturellement riche en SED. La variété de melon qui est utilisée, c'est du melon Cantaloupe, qui est garanti bien sûr sans OGM. C'est une variété propriétaire ici pour cet extrait. Ils utilisent ensuite, bien sûr, une méthode d'encapsulation pour conserver la qualité de l'extrait. C'est une méthode qui, pareil, est brevetée ici. Et donc, voilà, pour la qualité de l'Extramel, je pense que voilà, j'ai fait un peu le tour sur ces différents actifs et leur tourne. Pour rappel, donc l'intérêt de cette formulation neuro, donc cette synergie d'actifs permet d'accompagner vos patients stressés en agissant sur différents axes, sur différentes temporalités aussi. 3 actions, 3 temps, on peut dire. On a cette action rapide, en fait, tout simplement, avec principalement le safran, comme on l'a vu, qui a cette efficacité très rapide sur l'humeur, mais aussi sur le stress. Dans un second temps, la rhodiola va diminuer l'anxiété, va booster un peu plus aussi l'énergie de vos patients qui éventuellement peut être en berne en cas de stress chronique. Et enfin, on a cette SED qui va maintenir l'équilibre, améliorer la qualité du sommeil, qui va permettre un peu de casser ce cercle, d'entrer dans un cercle vertueux plutôt pour diminuer le stress chez vos patients et de maintenir l'équilibre du microbiote intestinal pour une prise en charge, pour des effets
long terme. La posologie, je le répète, c'est 2 gélules par jour. Il peut être pris en continu. J'ai vu des questions concernant les contre-indications. Bien sûr, on a des contre-indications, comme tout simplement, on a du safran, on a de la rhodiola, donc on va avoir des contre-indications, des mesures de précaution pour les femmes enceintes et allaitantes. On a des interactions médicamenteuses avec principalement les antidépresseurs et les anxiolytiques parce qu'on peut avoir un effet cumulatif. On peut avoir notamment, s'il y a une prise d'antidépresseurs et une prise de safran à côté, ce qu'on appelle un syndrome sérotoninergique. Il faudrait vraiment avoir des dosages très élevés de safran, mais par mesure de précaution. Voilà, ça sera contre-indiqué si on a des antidépresseurs ou des anxiolytiques. Sinon, il peut être pris sur du long terme à raison de 2 gélules par jour. Il peut aussi être bien pris le matin que le soir, quoique la présence de rhodiola fait qu'en général, certaines personnes peuvent être plus sensibles à la rhodiola. J'aurais plutôt tendance à le proposer le matin. De toute façon, le safran, bien qu'on va avoir cette action sur le sommeil, n'a pas d'effet soporifique. Donc, il peut très bien être recommandé le matin. Ça, c'est un petit rappel synthétique des bienfaits du produit, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Vous pourrez retourner sur les slides ici, parce que je voulais vous dire 2 mots sur la plateforme SimpliCure pour ceux qui potentiellement ne connaissent pas encore la plateforme SimpliCure, donc qui propose ce webinaire aujourd'hui. C'est une plateforme qui vous permet de faire des recommandations de compléments alimentaires de manière ultra simplifiée à vos consultants, à vos patients. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer brièvement comment ça fonctionne, comment faire une recommandation. Ici, j'arrive sur la plateforme SimpliCure. Aujourd'hui, il y a plus de 80 laboratoires disponibles. Donc, vous allez dans Nouvelles recommandations pour proposer des produits à vos clients. Vous cliquez sur Ajouter un produit. Vous allez pouvoir retrouver le produit dont on vient de parler. Si vous allez dans la barre de recherche et que vous tapez Neuro, vous allez bien sûr retrouver ce produit avec un descriptif, ces différentes actions qu'on vient d'étudier, le stress, l'anxiété, le sommeil, l'équilibre émotionnel. On vous développe l'intérêt de chacun des actifs, quels sont les mécanismes d'action, de manière plus synthétique que je viens de le faire, mais c'est bien aussi d'avoir ce résumé. La formulation qu'on vous donne toujours pour une gélule, libre à vous d'augmenter les dosages, les tableaux sont dynamiques, et les conseils d'utilisation et les contre-indications, bien évidemment. Vous voulez le recommander à votre client, vous cliquez tout simplement sur « Ajouter » et il a été ajouté à la cure du patient. Si jamais on est chez quelqu'un de fort stressé, vous voulez ajouter du magnésium, bien vous allez pouvoir voir les différents magnésiums que proposent nos laboratoires partenaires. Donc, il y a beaucoup de choix. Vous avez toutes les formes de magnésium possibles et imaginables, tous les différents formats. Vous pouvez filtrer d'ailleurs si vous voulez que du liquide, que vous voulez que de la poudre de magnésium éventuellement. Et donc, vous ajoutez les produits adaptés. Vous pouvez ajouter des produits de 5-6 laboratoires. Comme bon vous semble, vous pouvez modifier les instructions de prise ici. Vous sélectionnez la personne à qui vous souhaitez envoyer la reco. Vous cliquez sur « Envoyer » et dès que vous avez cliqué sur « Envoyer », le patient vient de recevoir un mail avec sa recommandation digitale en quelque sorte. Hop, je vais vous montrer un peu comment ça se présente du côté du client final. Si votre patient ou votre client ouvre sa boîte mail et clique sur le lien, il va arriver donc sur cette page. Il voit les produits que vous avez recommandés. Il a toujours le choix de supprimer éventuellement un produit. Il fait continuer vers le paiement et il reçoit tout ça directement chez lui. Un seul colis, tout chez lui, c'est sous 3 jours. Donc, c'est bien plus simple pour lui. C'est super simple pour vous. C'est super simple pour vos patients. Voilà pour les intérêts de cette plateforme. C'est de retrouver plus de 85 laboratoires au même endroit, différents fils pour naviguer facilement sur ces différents produits. Vous pouvez faire bénéficier aussi de réductions à vos patients. Donc ça, c'est assez intéressant. Vous améliorez l'adhésion à vos recommandations parce que si c'est plus simple de recommander, plus il est plus fortement probable que votre patient suive votre reco tout simplement. C'est une plateforme qui est entièrement gratuite surtout. Donc, je vous envoie ici le petit lien si vous souhaitez vous inscrire. Ça prend une petite minute pour ceux qui potentiellement ne connaissaient pas encore l'outil. Un de mes collègues pourra prendre contact avec vous pour vous présenter tout ça bien plus dans le détail parce que vous avez plein d'autres fonctionnalités. Vous avez des protocoles, les listes de favoris, etc. Donc, voilà. Et je vous invite aux prochains événements. Alors, la semaine prochaine, on propose un premier webinaire avec Parinat où on va parler du cholestérol, marqueur de risque ou lipides indispensables. Donc, toujours beaucoup de ce gros débat autour du cholestérol, donc on en parlera la semaine prochaine. Et on va retrouver également un autre webinaire la semaine prochaine sur le microbiote, la compréhension de son fonctionnement.
et les différentes voies innovantes de traitement qu'on peut avoir. Donc, voilà pour cette présentation. Voilà pour les quelques infos sur SimpliCure. Je vous invite à vous inscrire pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, concernant les questions, je vois quelques petites questions. La rhodiola peut-elle être associée aux antidépresseurs? La contre-indication principale, ça sera plutôt sur les anxiolytiques. Les antidépresseurs, ça sera plutôt concernant le safran. De toute manière, par mesure de précaution, si on a une prise de médicaments chez le patient, chez le client, on va se rapprocher du médecin qui aura prescrit l'antidépresseur. De toute façon, par mesure de précaution, pour n'importe quel produit, surtout quand c'est de la phyto. À la limite du magnésium, on voit, il n'y a pas de contre-indication majeure de toute façon, mais voilà, par mesure de précaution, on ira quand même se rapprocher du médecin. À nouveau, est-ce qu'il y a il y a toujours des questions concernant les contre-indications de traitements médicamenteux. C'est des infos que vous retrouvez sur la plateforme au niveau des fiches produits. Hop. Alors, on a de très bons producteurs, oui, en effet. Pour le magnésium bisglycinate, la dose 300-500 mg. Alors, la dose qui est mise en œuvre en magnésium élément dans le complément neuro à raison de 2 gélules par jour, c'est 100 mg. Faites pas avoir parfois avec les dosages. Parfois, on vous donne la quantité en magnésium et pas en magnésium élémentaire. Donc, ici, c'est vraiment 100 mg qui vont pouvoir être assimilés par nos cellules. Et du coup, la mise en œuvre dans la gélule, je vérifiais, j'ai plus en tête, mais la mise en œuvre, hop, je retourne ici sur mon euro. Vous avez 100 mg en magnésium élément, ce qui représente 500 mg de bisglycinate de magnésium, tout à fait. Place du ginseng dans la gestion du stress et la fatigue surtout. Le ginseng a toute sa place en cas de fatigue, en effet, pour venir rebooster vos patients dans un second temps éventuellement. Ginseng, ginkgo, on a pas mal de formulations intéressantes sur la plateforme où on a des synergies avec du ginseng, du ginkgo biloba, du bacopa, de l'hupertia même qui peut être intéressant, tout ça pour rebooster, booster l'énergie, diminuer la fatigue, booster les fonctions cognitives aussi. Donc, en effet, le ginseng a toute sa place. Quelle est la différence entre la rhodiola et l'ashwagandha? L'ashwagandha, en général, l'ashwagandha, on va la recommander aussi. C'est un choix qui a été fait dans la formulation de recommander la rhodiola plutôt pour avoir cet effet également sur la fatigue. Et la rhodiola, elle a vraiment fait ses preuves sur l'anxiété. L'ashwagandha a tout son intérêt pour diminuer le stress. L'ashwagandha a une action au niveau de l'axe HPA également. On la recommande pour diminuer le stress et surtout pour améliorer la qualité du sommeil, diminuer la latence d'endormissement. Donc voilà, pour l'ashwagandha, c'est un choix qui a été fait dans le complément. Après, sur la plateforme SimpliCure, vous trouverez beaucoup de compléments qui permettent de soulager le stress chez vos patients qui contiennent de l'ashwagandha. Mais c'est vrai que rhodiola safran, vous remarquerez, les laboratoires, on a pas mal de labos sur la plateforme qui recommandent dans leurs compléments anti-stress rhodiola safran. C'est une chouette formulation pour le stress, pour agir sur à la fois la fatigue et l'équilibre émotionnel. Ça peut très bien être associé. Du coup, il n'y a pas de contre-indication de venir associer de l'ashwagandha avec. Attention, si on a les troubles de la thyroïde, par contre, avec l'ashwagandha. Donc, voilà. Contre-indication des composés. Donc, ça, on en a parlé. Comment peut-on revoir les anciennes conférences auxquelles on s'est inscrit? Je vais vous remontrer brièvement. C'est sur la plateforme directement. Sur la page d'accueil de SimpliCure, vous avez accès à absolument tout. Alors, hop, checkout, non, ici. Vous avez sur la plateforme SimpliCure, sur votre page d'accueil, enregistrer et quitter, tous les replays des webinaires. Donc, ici, c'est la page d'accueil. Quand vous vous connectez sur votre compte, à gauche, toutes les formations et les webinaires sont disponibles. Donc, ça, c'est celle qu'on a eue mardi avec NeuRoot. D'ailleurs, on a parlé du stress aussi. Vous pouvez aller voir. Et il parle notamment d'un complément intéressant avec du ginkgo et du ginseng. C'est pour ça que je pensais à ça à l'instant. Bref, vous avez tous les replays, à la fois les vidéos, mais aussi les PDF. Et si vous voulez voir ça en full screen, vous cliquez sur accéder à l'académie et ça vous envoie sur une autre page qui vous permet d'accéder à tous nos replays si vous étiez inscrit et même si vous n'étiez pas inscrit. Vous avez absolument tout de disponible. Difficile de se rapprocher du médecin quand celui-ci nous connaît. C'est vrai que le médecin n'a pas toujours les connaissances concernant les plantes. Après, voilà, par mesure de précaution, ça sera un anxiolytique antidépresseur, de toute façon, pour éviter ce syndrome sérotoninergique. Mais je suis d'accord avec vous, en effet, le médecin n'a pas toujours
les connaissances. La plante anti-stress, anxiété, la plus recommandée pour l'hyperthyroïdie, la schwannere étant totalement déconseillée, oui, comme je le disais à l'instant. Mais anti-stress, anti-anxiété, honnêtement, vous pouvez recommander de la rhodiola. Du coup, pour l'action rhodiola safran, ça peut être intéressant. Stress, anxiété, vous pouvez recommander aussi de l'aubépine, qui est intéressante. On a pas mal de complexes qui contiennent de l'aubépine, qui va avoir une action assez intéressante, apaisante. Si c'est stress, anxiété, vous pouvez recommander, au-delà des plantes, il y a le GABA, qui va être très intéressant aussi pour son action pour apaiser et sur l'anxiété. Souvent, moi, je recommande des synergies dans lesquelles vous allez retrouver à la fois de la phyto, mais aussi du GABA ou alors du 5-HTP si on veut agir sur la sérotonine ou de la tyrosine si on veut agir sur la dopamine. C'est souvent intéressant d'avoir ces synergies pour accompagner au mieux. Et bien sûr, on n'oublie pas l'assiette et les petits conseils d'hygiène de vie qu'on a abordés très brièvement. Mais je pense que c'est quelque chose que vous mettez déjà en place avec vos patients. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour des questions. Si jamais il y a d'autres questions, de toute façon, vous n'hésitez pas à nous contacter. Il y a beaucoup d'infos sur les pages produits de toute façon. Et puis, on vous partagera le replay et la présentation dans l'après-midi. C'était un plaisir d'être avec vous ce midi. Je vous souhaite à tous une très belle après-midi et puis à très bientôt. Au revoir.